Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Bernard Molle. Parfait. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été trop dur? Non, ça va, nickel. Bon. Voilà, donc vous participez aux interviews qu'on fait tous les mardis depuis 8 ans dans La Glorieuse. Voilà, donc soyez le bienvenu. Merci. Voilà, donc vous avez 65 ans, vous habitez Montpellier, vous êtes une figure montpelliéraine. Ma foi, si vous le dites. Spécialiste de la transidentité. Entre autres. Free gender. Toujours homme, mais qui sait être femme. Oui, On peut présenter ça comme ça? Oui, oui, oui. C'est élégant? Oh, c'est pas très élégant, mais bon... Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Ça part de mi-figue, mi-raisin, jour et nuit. Non, mais Black and white. je vais être élégant. Oui, il n'y a pas d'élégance à avoir, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. Et chacun a une part de féminité, une part de masculinité. Bon, ben voilà. Donc vous étiez journaliste. Les deux cohabitent. Vous avez une carrière de journaliste, une très belle carrière de journaliste. Qui est pas mal, ouais. Midi Libre, France 3. Vous êtes enseignant-chercheur. J'ai été enseignant-chercheur en STAPS à Montpellier. Hein. D'accord. Vous avez été directeur de campagne de Bernard Laporte en 2016 et 2020. Oui. Donc vous occupiez des réseaux sociaux. Oui. Vous l'avez amené à la victoire. Vous êtes un grand amoureux de Laporte. Non, je ne suis pas amoureux de Laporte. Quand Laporte s'est présenté en 2016, il y avait un système fédéral qui était sclérosé. Il a amené une espèce de renouveau qui m'a plu. Et puis voilà, après, c'est un gars sympa, dynamique, convivial et qui est entraînant surtout. D'accord. Donc, vous l'avez amené à la victoire. Donc, vous avez aidé Codorniou là, aux dernières élections avec moins de succès. Alors, avec Bernard Laporte, moi j'ai été 2 fois directeur de com sur les réseaux sociaux. Avec Didier Codorniou, il avait sa propre équipe, et il m'a demandé simplement de l'aider. Mais je ne faisais pas partie véritablement de l'équipe. D'accord. Voilà. Je l'ai aidé, parce que je l'aime bien, c'est un ami, voilà, mais je n'ai pas participé aux décisions stratégiques de com et électorales. Donc vous avez créé le club, j'appelle ça le club des homos, mais je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. La deuxième équipe de rugby Montpellier, là, c'est Cédric Calcal là, qui joue au Zénith. Ah, le stade Montpellierin. Le stade Montpellierin, voilà. Oui. Alors ça, on l'a créé avec effectivement Cédric Calcal et Christian Tralero, qui est un ancien champion de France avec Narbonne. Et donc, oui, effectivement, on a été à la genèse. Voilà, vous êtes allé à la genèse, donc ensuite vous n'êtes pas entendu avec Altrad et Arazo. Je fais court, hein. Alors, Altrad, non. Avec Arazo, ça a chauffé un peu parce qu'il ne voulait pas la création du stade Montpellierin. Voilà. Donc, évidemment, ça a chauffé un peu. Mais après, bon, ça s'est calmé. Et puis, Arazo a fait son chemin. D'ailleurs, on parle de lui en ce moment. Hein. Ben, on parle que de lui. Surtout la Cour des comptes. Oui, surtout la Cour des comptes. Ensuite, vous êtes donc parti du rugby. Donc, on peut dire que vous avez viré votre cutie. Vous êtes passé au foot. Alors, je n'ai pas viré ma cutie. C'est-à-dire qu'au printemps 2023, Florian Grill a remporté la campagne présidentielle intérimaire. C'est-à-dire que Bernard Laporte, donc, avec Altrad, ont été condamnés. La ministre l'a obligé à se retirer de la fédération. Donc il y a eu une élection. Grill l'a emporté contre Patrick Buisson, qui était le représentant de Bernard. Et moi, je me suis retrouvé avec un président que j'avais combattu durant les 2 campagnes précédentes. Vous avez essayé de faire copain-copain quand même. Alors, non. Si, vous avez essayé de vous réconcilier. Non. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, mais non, ça c'est du blabla. Grill est arrivé, moi j'étais en place, je préparais la Rugby is My Pride, c'était un événement pendant la Coupe du Monde. Lui il est arrivé 3 mois avant, il ne pouvait pas me virer avant. Okay, donc il m'a gardé jusqu'à la Coupe du Monde, mais pour me faire repartir, il a eu un moyen très, très perfide. Il m'a imposé une députée macroniste comme coprésidente.
de la cadette de la commission que je présidais. Une députée? Oui, Véronique Orioton, oui, qui était députée de Haute-Savoie et amie de sa femme. Donc, il me l'a imposé, j'ai refusé, donc j'ai démissionné. Pourquoi refuser une... Parce que je n'admets pas qu'une politique vienne s'incruster dans une vie fédérale sportive. Alors ça, c'est fort de café. Et vous défendez Codorniou? Mais non, mais Codorniou, il aurait quitté le poste de... Mais il était politique, c'est un politique. Non, Didier Codorniou se présente à la candidature de la FFR, il délaisse, il se met en marge de la vice-présidence, mais il a dit que si jamais il était président de la FFR, il démissionnait de la région. Là, je me retrouvais avec une députée en place au Parlement. D'accord, Okay. Bon, on clôt ce débat. Oui. Donc vous virez votre cutie. Je ne vire pas ma cutie. je dis je ne suis pas d'accord de partager la coprésidence avec une députée, je m'en vais. Non, mais après 50 ans de rugby, vous passez au foot quand même. Ah non, alors là aussi c'est autre chose. Le foot apprend que je quitte le rugby, et Jean-François Villotte, qui est le directeur général de la Fédération française de football, le sait, on se rencontre, et il me dit, ce que tu as fait JB au rugby, essaye de le faire au foot. D'accord. Et donc je dis, donc vous passez de la transidentité du rugby à la transidentité au foot. Je résume. On ne parle pas de la transidentité. Non, on parle de choses sérieuses, parce que là, les deux comités, que ce soit la cadette à la Fédération de rugby ou le Cléved au foot. Le Cléved, oui, le Cléved. Oui, on lutte contre les VSS. Contre les discriminations. Alors, on y revient dans 2 minutes. Et les violences sexuelles et sexistes. 2 minutes. Ouais. Donc, la une du 1051 de la Glorieuse. À la une, rumeur, chuchotement, bouteille à la mer, fake, point d'interrogation. Sorel 2, l'hypothétique retour en 2026. Oui. C'est notre une. Oui. Un commentaire? Pourquoi pas? D'accord. Alors on revient aussi sur la virée de 9 jours avec 40 invités, le coût, on n'a pas le nom de tout le monde, mais enfin voilà, la grande fiesta de Delafosse en Chine, à Chengdu. Ouais. Avec plein d'articles là-dessus. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a été très inspirés. Ouais. Ensuite... Mais là, il aurait pu s'éviter ce voyage, il n'avait qu'à regarder la 6 hier soir, où il y avait un très grand reportage, un très beau reportage sur Chengdu. Il aurait tout su sur Chengdu, il s'aurait évité à 40 personnes. 140 000 euros quand même. Ouais, mais voilà, mais il y aurait eu une économie de 140 000 euros. La ville est au bord du dépôt de piment, mais 140 000 euros de voyage. Ouais. Ensuite, on revient sur Biscay. Là, le directeur de Midi Libre s'en va. On raconte un peu sa vie, son œuvre. Toujours intéressant. Intéressant, sûrement votre article, mais lui, inintéressant, lui. On revient sur la ZFE, le boomerang des mers. Vous savez, la ZFE, ça revient là. Oui, ça va et ça s'en va. Ouais. Les automobilistes en roue libre, voitures et vélos, le gros clash. Alors moi, je vais vous dire, moi j'habite dans le quartier ouest de Montpellier, au Boulis. Oui. Aujourd'hui, il nous est impossible de se rendre aux Beaux-Arts, à la mairie de Montpellier, au Lez, là-bas, si ce n'est en faisant un détour de plusieurs kilomètres. Je sais. Non, mais d'accord, mais des heures de bouchon. Donc, moi, quand j'entends Julie Fraîche dire oui, on apaise, mais elle n'apaise pas, elle fout le feu. D'accord. C'est dit. Voilà, c'est dit, ouais, mais bon, regardez le cours Gambetta dans quel état il est, quoi. Je sais, oui. Sans commentaire. Sans commentaire. Voilà, donc Jean-Bernard Moll. Vous avez passé votre jeunesse à Béziers? Béziers. Au rugby, demi-mêlée, et puis ensuite au travers des clubs pro. Alors, vous avez beaucoup écrit sur les clubs amateurs. Ouais, club amateur. À l'époque, il n'y avait pas le rugby professionnel. Alors maintenant, le rugby a bien évolué. Avant, il suffisait des apéros, et maintenant, il demande des bifetons. C'est le rugby professionnel, mais c'est normal, c'est leur métier aujourd'hui. Même dans les petits clubs. Ouais, non, mais bon, dans les petits clubs, il faut savoir que les championnats sont difficiles, il y a des déplacements, 2 entraînements, le gars, quand il sort du boulot, il mérite quand même un petit bifton, quand même, non? Non, mais je dis pas, moi, voilà. Je dis pas. Puis il y a des primes de match aussi, bon, ça fait partie, mais il n'y a pas que dans le rugby, dans tous les sports, maintenant, on demande, les amateurs demandent un dédommagement par rapport... Ça a bien changé cet esprit rugby...
de clocher avant où on se battait uniquement pour son village. Ah ouais, mais non, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà. Vu que il n'y a pratiquement plus d'équipes de villages, d'un village. C'est des équipes de 2, 3, 4 villages. C'est des ententes, des regroupements, des unions. Alors le rugby était le ciment de la région. Oui, mais il est encore un peu quand même. C'est une culture. Oui. C'est une tradition, oui. Ça ne fout pas un peu le camp, ça? Alors non, parce que... quoique... C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, on avait une réunion à la Fédé. Je me suis rendu compte que la Fédération de basket, il y a presque 750 000 licenciés. Le foot, on est à 300... Le rugby, pardon, est à 200... Allez, mettons 300, quoi. Donc le double en basket. Le hand, à peu près pareil, quoi. Donc, le hand, à peu près pareil que le rugby? Plus que le rugby? Plus, beaucoup plus. Comme le basket, comme le basket. Pratiquement, avec beaucoup de licenciés féminines en plus, énormément. Donc là, le rugby, en ce moment, pêche vraiment. Mais pourtant, on est bon en rugby. Oui, mais il y a une difficulté en rugby, c'est que pour jouer au rugby, il faut une équipe à 15 avec au moins 6 ou 7 remplaçants, ou 8, quoi. Il faut une trentaine de... Si vous voulez faire un championnat, il faut 30 joueurs. Il y a Toulouse et puis le reste, quoi. Oui, il y a 30 joueurs. En basket, vous en avez beaucoup moins. Avec 10, 12, vous faites une saison. En handball aussi. Ça coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Et puis, en quantité de licenciés, il y en a beaucoup moins, quoi. Voilà. Vous avez moins besoin de joueurs en basket et hand qu'en rugby. C'est pour ça qu'ils recrutent beaucoup de joueurs étrangers dans les clubs en France. Ah ouais, il y a des Iliens, il y a pas mal d'Iliens, ouais. Il y a pas mal d'Iliens. Voilà. Et le côté transgenre, là, est-ce que ça match avec l'esprit rugby? Alors nous, on a été la première fédération à autoriser les transgenres à évoluer officiellement dans toutes nos compétitions. Beaucoup nous ont dit, oh là là, il va y avoir un tsunami, quoi, qui va arriver de transgenres. Et finalement, il y en a toujours que 3 ou 4 qui jouent à un niveau assez un peu élevé, et la plupart jouent en rugby loisir. C'est quoi le niveau assez élevé? Alors, il y a, chez les élites 1, féminines, élite 1, première division. Des femmes, pas des hommes. Femmes. Chez les hommes, non? Ben, chez les hommes, c'est difficile. Une nana qui fait sa transition versus homme, au niveau athlétique, c'est plus compliqué. D'accord, ah oui, c'est sûr. Donc, et dans l'équivalent du top 14 chez les femmes, il y a... Non, pour le moment, dans l'équivalent du top 14, il y avait eu Alexia Serenis, qui jouait à Lons-Pau, mais là, elle s'est retirée. Après, il y a une ou deux joueuses qui veulent garder leur tranquillité et ne pas se dévoiler publiquement. Mais non, ça, je veux dire, il n'y a pas eu de raz-de-marée, quoi. Hein. Bon, votre cause, c'est les VSS, violences sexistes et sexuelles dans le sport. Oui. Alors bon, alors là, ça tombe comme à gravelotte. Hein. Il y a... Cet été, il y a eu l'Argentine, il y a eu Jaminet, là, la semaine dernière, il y a eu Béziers, là, ils se sont foutus des claques, ils ont foutu des claques à leurs femmes. Bon, Montpellier, voilà, c'est l'équipe des repris de justice, presque, on peut dire ça. On peut pas dire ça? Alors, c'est compliqué. Vous faites quoi, là, au milieu de tout ça? Est-ce que vous avez des résultats? Alors, il y a un problème qui est légal dans les VSS. Et alors, je vais vous expliquer. Un type qui fait une violence conjugale ou une violence sexiste ou sexuelle, jusqu'à ce qu'il passe au tribunal, il est présumé innocent. Donc, il peut jouer. OK? Et quand il est condamné, si sa condamnation est de moins de 2 ans, il peut continuer à jouer, puisque à Montpellier, vous voyez, dans le tradit, on donne une seconde chance. C'est-à-dire que le problème qu'il y a aujourd'hui dans les VSS, c'est que tant qu'il est présumé innocent, on ne peut pas l'écarter, sauf, comme vient de faire Ménard, s'inédier par rapport à 2 joueurs. Et une fois qu'ils sont condamnés, on dit ils doivent rejouer pour leur donner une seconde chance. Conclusion, un type qui emplâtre sa femme ou qui emplâtre une nana,
À la limite, s'il tombe sur un président de club ou un président de fédération assez laxiste, ben, il ne sera jamais condamné sportivement. C'est ça le scandale. Alors expliquez-moi pourquoi les deux là qui se sont fait choper en Argentine, il y en a un qui joue et l'autre il joue pas. Alors ça, c'est de la responsabilité du club. Parce que Grill, Florian Grill, l'actuel président de la Fédé, lui a dit c'est simple, tant qu'il n'y a pas de non-lieu, ils ne joueront pas en équipe de France. Donc ça, c'est réglé. Pour le moment, le non-lieu, il n'a pas été encore prononcé. Il doit être prononcé peut-être demain ou après-demain. On verra. Pour le cas de Oradou, le président de Pau, il s'appelle Ponno, le président, il a décidé d'autoriser quand même Oradou à jouer. Celui de La Rochelle, le président Merlin, lui a dit j'attends. Donc après, ça dépend de chaque président. Voilà. Et nous, enfin, moi je suis plus au rugby, mais le président de la fédération, lui, il n'est pas responsable de l'autorisation d'un président de club, vu que ça dépend de la Ligue aussi. Hein. Il ne faut pas confondre la Ligue Pro et la Fédé. Alors ce week-end, il y a eu la parole du grand maître du rugby, Galtier, dans l'équipe. Oui. Ah, on lui a posé des questions à propos de tout ça. Il a dit bon, voilà, en gros, comme les politiques, responsables mais pas coupables. Il y en a beaucoup qui ont dit ça. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Vous l'avez lu cette interview? Oui, bien sûr. En gros, je résume. Hein. Oui. Mais il n'y a pas que lui. Vous avez compris ça? Est-ce que vous aviez compris ça? Non, mais lui, non, le problème, c'est que ce qu'on peut dire sur Galtier, c'est que quand il a pris la tête de l'équipe de France, il a fait signer une charte à tous les joueurs de l'équipe de France. Une charte de bonne conduite. Ok? Tous les joueurs qui sont en équipe de France doivent signer cette charte. En Argentine, on sait ce qui s'est passé. Donc la charte... Est-ce qu'ils se sont bien conduits en Argentine? Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand vous avez Oradou qui baisse le froc dans le couloir de l'hôtel pour se faire vous voyez ce que je veux dire, hein, par la fameuse femme qui a porté plainte, hein, bon, et qui rentre à 5 h du matin sous, bon, il y a un souci, quoi. Bon, cette charte n'a pas été respectée, ok? C'est là où il doit prendre la parole, Galtier, et dire c'est un scandale. Malheureusement, il s'est un peu caché, quoi. Alors aujourd'hui, il revient en disant on va refaire une nouvelle charte. D'accord. Voilà. Alors la nouvelle charte, qu'est-ce qu'ils vont en faire, les joueurs? Ben, ils vont la lire peut-être. Ils vont la lire, ils vont la signer. Ils vont la signer, puis après, on ne sait pas là, s'ils vont faire comme l'ancienne. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que vous défendez l'honnêteté. Oui. Et puis vous partez avec Laporte, qui est quand même une drôle de loulou. Alors d'abord, en 2016, Laporte n'était pas condamné. Il y avait rien. En 2020. Alors en 2020, le procès n'est pas encore fait. Et en 2024, c'est le principal soutien de Codorniu quand même. Non. Codorniu a dit je m'engage sans le soutien de Laporte. Mais Laporte, attendez, Laporte était libre de dire je soutiens Codor. Et Codor, il ne va pas mettre un bâillon à Laporte. Voilà. Et on sait très bien que Laporte, il n'allait pas soutenir Grill non plus. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Florian Grill a fait une campagne intelligente? Il a fait une campagne exceptionnelle sur le terrain. Exceptionnelle sur le terrain. Il a fait une campagne roborative, c'est-à-dire que de jour à jour, il a fait plus de 250 réunions dans les clubs. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Même en 2016 et en 2020 avec Laporte, hein, quand on en faisait 40, 50, c'était le max. Lui, il était à 250. J'ai jamais vu ça. Donc, il a labouré, lui, comme on dit. Hein. Il a labouré, c'est un vaillant. Après, il a eu la presse avec lui. Et ça, c'est totalement inattendu. Notamment le groupe de la Dépêche, dont je pensais qu'elle apporterait son soutien à Codorniu, puisque Bailey était co-créateur du Parti radical de gauche avec Codorniu. Et puis là, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Cette mésalliance. Moi, quand Codorniu... C'est une question de sous. Florian Grill est président d'une société qui s'appelle Cospirit. Cospirit est une société qui gère les flux financiers des grandes entreprises françaises pour les répartir dans la presse régionale et locale.
en matière de marketing, de publicité. Est-ce que vous pensez que ça a pu contribuer? Je pense que c'est pas anodin. Je n'en suis pas sûr, mais c'est pas anodin d'avoir un président d'une société qui peut décider tel journal, je mets tant d'argent de pub sur ce journal. C'est pas lui qui décide, c'est une centrale d'achat. C'est pas lui qui décide si, directement. c'est lui, c'est Cospirit. Non, c'est les clients qui décident. Ils passent par Cospirit. Ils passent par Cospirit, ouais. Ils disent je veux de la pub dans tel journal, tel journal, tel journal, tel journal. C'est lui qui fait quand même. C'est un intermédiaire. Oui, c'est un intermédiaire. Mais il ouvre le robinet quand même. Est-ce que le côté politicard, justement... Mais attention, j'accuse rien là. Je dis, voilà, il y a ça. Est-ce que le côté politicard de Codorniou ne l'a pas desservi? Alors beaucoup ont dit, voilà, c'est un politicien, il est vice-président de la région, et il amène la politique au sein de la fédération. Mais Codor, il a très bien dit d'emblée, si je suis élu président de la fédération, je démissionnerai de la région. Donc, après tout, il était quand même libre de se présenter à la Fédération française de rugby. Après, l'étiquette qu'on lui donne, chacun est libre. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la page Laporte est définitivement fermée? Pour la fédération, oui. À la fédération, oui. Oui. Vous êtes affirmatif? Affirmatif. Affirmatif. Je suis affirmatif parce qu'il me l'a dit. D'accord. Donc, c'est de bonnes sources. Ok. D'accord? Vous pouvez l'écrire. Alors, bon, avant de passer au foot, on va revenir un petit peu sur le rugby à Montpellier. Est-ce qu'il y a un problème dans le rugby à Montpellier? Eh oui, un peu, oui. Un peu, oui. Oui. Mais il y a un double problème à Montpellier. C'est-à-dire que, malheureusement, le club, le MHR, n'a pas réussi à se populariser. Dans beaucoup de clubs, derrière, il y a une espèce de folie de supporters, voilà. Et ça ne l'est pas à Montpellier. Il y a un petit peu quand même. Très peu. Si vous allez, c'est-à-dire qu'on a vous allez au stade... L'année dernière, la saison, elle a été déplorable. Ce début de saison, il est très moyen. Quand ils étaient au top du top, quand il y avait il y avait Galtier, il y avait du monde quand même qui suivait. Oui, mais quel club champion de France fait une réception à l'hôtel de ville, bon, en l'occurrence à Montpellier, à l'Opéra, et il y a 400 pèlerins devant? Ouais, c'est vrai que... Alors, à Toulouse, ils sont 10 000. À Toulon, ils sont 10 000. Et à Montpellier, ils sont champions de France. Quand ils ont été champions de France, ils étaient 500 devant là. Alors, ce côté populaire manque. Et cette pression est un handicap pour le club, pour les joueurs. Parce qu'ils n'ont pas derrière cette peur de perdre. C'est quoi l'autre problème? C'est la mauvaise image de Moed, Laporte et tous les joueurs qui ont été recrutés. Ça n'a pas un côté sympa par rapport au ressenti de tous les amateurs de rugby. Ils ont été condamnés, ils sont présumés innocents, bon, mais ça joue. Après, ils recrutent des joueurs qui ont tous eu des problèmes de violence sexuelle, sexiste ou conjugale. Donc évidemment, ça ne rend pas sympathique, quoi. Voilà, c'est ça. Pour votre fonds de commerce, c'est bon ça? Alors pour mon fonds de commerce, oui, pour les VSS. Mais moi, je suis au foot maintenant. Je suis pas maintenant vous êtes au foot, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça donne pas. D'ailleurs, j'ai lu dans l'équipe que beaucoup de sponsors se sont désengagés. Ah oui? Ouais. Par exemple, Septéo, qui était un sponsor, alors classé numéro 1 parce qu'il y a une classification, s'est rétrogradé de lui-même, quoi, en disant, bon, voilà, sûrement, ça porte pas une bonne image, quoi, voilà. C'est l'image qui passe à travers ce club qui n'est pas bonne. Voilà. C'est un club qui est mal aimé, en fait. C'est un club qui est mal aimé par rapport à l'affaire Altrad Laporte, et en plus, maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on y refile dessus tous ces 5 ou 6 joueurs qui ont eu des condamnations. Hein. Il y en a qui ont été condamnés, hein, voilà, quoi. Donc, évidemment, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Alors, le rugby, mais c'est pas le seul, quand même. Hein. Rugby, il y a Béziers aussi, maintenant. Le rugby, c'est un sport de valeur ou de trahison? Alors, pour moi, les valeurs, c'est du pipeau.
Voilà. Voilà, C'est l'avantage d'être Non, clair. mais à un moment Parce donné... qu'on dit le rugby, c'est un sport de valeur. Ouais, mais non, il n'y a pas plus de valeur au rugby qu'au basket, au foot, au hand. Il faut arrêter avec ça. Moi, on m'a seriné avec ça toute ma vie en disant ouais, le rugby est porteur de valeur. Mais quelle valeur? Quelle valeur? Quelle valeur? Le courage, quand on rentre sur le terrain, que ce soit dans n'importe quel sport, il faut en avoir la valeur. L'éducation vis-à-vis des arbitres. Tout le monde respecte les arbitres dans tous les sports. Il y a des débordements dans tous les sports avec les arbitres. Donc après, quelle est la valeur suprême du rugby? C'est quoi? C'est la troisième mi-temps. On a vu où ça menait. Il y a une clientèle quand même dans le rugby, dans les stades, qui est moins excitée que dans le Voilà, foot. alors ça c'est autre chose. Mais c'est pas une valeur, ça, c'est un constat. C'est pas une valeur. Oui. On constate qu'effectivement, le supporterisme dans le rugby est moins violent, homophobe, tout ce que vous voulez, que dans le foot. Alors dans le foot, là, quand on a vu ça, là, on va tuer ces PD de Parisiens ou de Marseillais, c'est incroyable ces dérives qu'il peut y avoir dans les virages à Paris ou à Marseille. Ils se répondent. Alors soi-disant que c'est du folklore. Qui dit ça? Tous les capots, ceux qui dirigent, ceux qui président les clubs de supporters, quand le gardien dégage et qu'il crie « oui, s'enculer », ce serait du folklore. Alors je vais vous raconter... Est-ce que c'est du folklore pour vous? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Ce week-end, il y avait OM PSG. Il y a une association qui est tenue par Sylvie Abulus, qui est dans ma commission à la Fédération française de football. Elle avait fait un stand à l'entrée du stade, du Vélodrome, Orange, là, où son association est pour un sport inclusif. J'ai vu qu'il y avait un petit logo qui était apparu à un moment. Oui, pendant le match. Oui. Un petit spot. Un petit spot, ouais. Et alors, elle m'expliquait qu'il y a des tas de supporters qui sont allés à son stand et qui ont parlé avec elle. Et ils lui ont dit, mais c'est du folklore, Madame Abulus. Nous, quand on dit ça, on n'est pas homophobe, on n'est pas transphobe, on s'en fout de ça. Alors elle me dit, mais JB, qu'est-ce que je dois leur répondre? Ben, tu leur réponds que quand ils s'en vont, tu leur dis, au revoir enculé, au revoir pédé. Ils vont se retourner, ils vont dire, non mais t'es pas bien toi. Mais tu leur réponds, mais c'est du folklore aussi. Vous voyez? Le folklore, à un moment donné, où on le place, le folklore? Ah, c'est compliqué là. Et quand Georges Frêche disait qu'il y avait trop de blagues dans l'équipe de France, il avait raison. Ouais, mais c'est pareil, là, on l'a accusé de racisme, mais c'est pas raciste. C'est toujours pareil, à un moment donné, il voit une photo où effectivement il y avait pas mal de joueurs blacks à l'époque. Ça consternait pas que lui, quoi. Voilà, il y a des gens qui disaient ouais, c'est pas représentatif, voilà, mais ces joueurs, ils étaient français. C'est ça qui a choqué. C'est ça qui est choquant. C'est que quand vous dites par rapport, il y a des blacks, mais ils sont français. Ils sont français. Et il y a des asiatiques aussi. Ils sont français. Et il y en a moins en équipe de France. Donc ils ne pouvaient pas dire la même chose. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire oui, l'équipe de France, elle ne correspond pas en gros à la représentativité de la population blanche dans celle de la France. Mais c'est des Français. C'est des Français. Ceux qui viennent des cités, ce qu'on appelle les citards, c'est des Français. Est-ce que Montpellier est bien placé au niveau de la lutte contre la discrimination? Moi, j'en sais trop rien parce que Laurent Nicolin est très proche de la Brune, le président de la LFP. Là. Et là, la LFP, lors du mois des fiertés, tous les mois de mai de chaque année, organise une opération dans la lutte contre l'homophobie. Je pense que Laurent Nicolin soutient cette opération. Mais après, au sein du club, je ne pense pas que ce soit un club quand même homophobe, Montpellier. Je les vois très inclusifs, honnêtement. Le club de foot? Ouais, le club de foot. Le club de rugby aussi? Aussi, ouais, non, Laporte. Et Laporte, quand même, c'est celui qui m'a dit, JB, tu vas créer la cadette. C'est lui qui a signé le règlement pour autoriser les transgenres dans le rugby français. Donc on peut l'accuser de tous les maux à Bernard Laporte, mais on ne peut pas l'accuser d'être homophobe ou transphobe, hein, et raciste. Hein.
Pour terminer, un petit mot sur Montpellier. Vous êtes heureux d'habiter à Montpellier? Alors je serais heureux de continuer à vivre à Montpellier parce que j'y vis depuis. Vous avez quitté le centre-ville pour les Bouisses, là où on va construire une forêt. J'étais aux Arceaux, oui, la fameuse forêt où il n'y a pas un arbre qui a été planté, je crois encore. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Il faut voir l'état des Bouisses, avec des dépôts d'ordures. C'est un scandale, un scandale. La forêt des Bouisses, pour le moment, c'est un marécage, quoi, hein, bon. Moi, je serais très heureux si je pouvais atteindre avec moi, avec mon scooter, mon vélo même, hein, ma voiture, hein, la mairie, les Beaux-Arts, le Pré d'Arène, circuler dans Montpellier, c'est impossible, quoi. Je comprends pourquoi les commerçants ils pètent un câble, hein, et pourquoi ils sont tous en colère, parce qu'il y a des endroits où on ne peut plus aller, quoi, hein. Elle est bien gentille, Julie Fraîche, de dire les mobilités douces. Mais quand il tombe des trompes d'eau, là, elle y est allée, elle, à pied, au centre-ville, à l'Écusson, de là où elle habite. Je pense que les municipales seront intéressantes. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Et moi aussi, je vous remercie de votre accueil. Merci à vous.